Vous savez, des fois dans la vie, il y aura des mystères qui seront condamnés à ne jamais être résolus. Du genre par exemple, pourquoi est-ce que Théora n'a jamais sorti son collier d'immunité dans cet épisode-là de Koh-Lanta? Comment est-ce que The Thing de John Carpenter a-t-il pu être un flop aussi intersidéral à l'époque où le film était sorti? Comment est-ce que Nekfeu peut-il commettre de telles atrocités d'agression sexuelle comme ce fut accusé par cette dame alors que Nekfeu nie exactement le contraire et ce de manière plus justifiée que certains harceleurs sexuels en question? Pourquoi une partie entière des Américains ont décidé de voter pour Donald Trump par exemple? Ça aussi c'est une bonne question. Et tant qu'on parle de ce genre de sujet, pourquoi est-ce que les gens y donnent une définition objective au mot woke sans savoir réellement ce que ça veut dire? Parce que j'en vois certains aussi dans les commentaires. Bref, il y a plein de mystères qui méritent d'être résolvés rien qu'avec toutes les questions que je viens de vous poser. Or, moi, il y a un seul mystère qui m'intriguera toujours au fur et à mesure qu'on fera des vidéos centrées sur le cinéma, c'est... Pourquoi est-ce que il y a des studios qui veulent pas lâcher la grappe de leur licence? Parce que sérieusement, on n'en peut plus. Il y a des licences qui sont tellement sucées que les gars, ils veulent prendre tout jusqu'à la dernière goutte, bien pressé, bien serré, jusqu'à ce qu'il ne reste absolument plus rien. Les gars, ils veulent rien lâcher. Enfin, avant que Gareth Edwards se mette à enterrer la saga définitivement une bonne fois pour toutes, je pense qu'il est temps de parler d'une série qui, selon moi, sera au moins peut-être supérieure à ce qu'il va proposer avec son prochain Jurassic World. Et encore ça, on ne le sait pas, mais bon, c'est trop tôt pour juger. Bonsoir, bonjour tout le monde, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, ah, y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Jurassic World, la théorie du chaos. Ouais, ils ont fait une saison 2 alors qu'on a fait la saison 1 cet été. Wouhou! Alors, avant de continuer, petite précision. Si vous avez envie d'aller voir ma toute première vidéo qui est sortie cet été, je vous conseille amplement de le faire parce qu'il y a des défauts sur lesquels on ne va absolument pas revenir et que j'en parle déjà dans la vidéo précédente. Donc comme j'ai la flemme de me répéter, allez me regarder cette autre vidéo parce que vas-y, j'ai vraiment la flemme là. Quand je dis j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. Ça se flemmise. J'arrive pas à... Si vous vous souvenez bien, bon, pas seulement des vues parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû voir cette vidéo, mais je vous avais dit que la théorie du chaos était moisie du cul et surtout qu'il... Bah franchement on aurait très bien pu se contenter de la colo du Crétacé. Parce que ouais, la théorie du chaos fait en fait suite à la 5ème saison du colo du Crétacé. Ce qui fait de lui la 6ème et donc du coup aujourd'hui la 7ème saison de la colo du Crétacé. Mais bon, comme les gars ils ont décidé d'appeler ça la théorie du chaos, va-t-on savoir pourquoi, enfin bref. Nique sa race les détails. Je sais plus c'est quoi les scores de la première saison de Jurassic World, la théorie du chaos, mais en tout cas la deuxième saison sur Netflix, lorsqu'elle est arrivée... Non, franchement, non, ça se tapait des barres de rire tellement c'était beaucoup trop drôle à voir. La série est à peine arrivée sur Netflix et elle est arrivée que seulement au top 4 des séries les plus vues de Netflix. Et encore, ce n'est pas fini. Dites-vous que 2 jours plus tard, la série a à peine pris le temps de disparaître juste après. C'est-à-dire que les gars, ils ont à peine vu un ou deux épisodes et ils m'ont dit salam, allez au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Ouais, mais après tu sais, faut pas trop se fier aux chiffres, tu sais, c'est rarement réel en réalité. Alors oui, c'est vrai. Mais il y a un proverbe qui dit les chiffres, c'est comme les darons. Il y a des fois dans la vie où on est obligé de leur donner raison. Et à partir du moment où la théorie du chaos a à peine fait mieux que son prédécesseur, et bah là du coup, là je fais comment en fait? Là je suis censé analyser quoi? Bah c'est simple, vu que j'ai fait la chute de la saga Jurassic Park et surtout que j'ai fait une après-série sur la théorie du chaos, rien que la première saison, et que surtout j'ai essayé de prévoir au maximum ce que Gareth Edwards va nous prévoir pour son prochain opus Jurassic World, et je me suis dit que autant prolonger la chute de la saga Jurassic World à votre grand plaisir et à mon grand pseudo-masochisme. Parce que je me sens frappé par cette série à chaque fois et essayez d'imaginer juste les sacrifices que je fais pour vous. Et rien que pour me soutenir, n'hésitez au moins pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouvelles qui viennent. Parce que moi je commence à en avoir marre de ma vie, tu vois, j'en peux plus. Parce que j'ai vu la saison 2 et autant vous le dire tout de suite, j'ai beaucoup moins de réserve que la saison précédente. Parce que la saison précédente, bon courage pour trouver au moins quelques qualités. Il y avait des bons trucs, bien sûr, ça je dis pas. Hein. Bopé qui pond un œuf et qui la lègue à l'ancienne génération, comme si on montrait le temps qui passait, la nature qui se restaurait petit à petit. Montrer que nos héros ont grandi et surtout que les choses ont beaucoup changé entre temps et surtout qu'ils ont vécu leur vie chacun de leur côté, tout ça, et qu'il s'est passé énormément de choses. Ça, tu vois, c'est une bonne chose aussi. Mais en dehors de ça,
je dis bien en dehors de ça, bah c'était tout. Vraiment tout. La théorie du chaos n'avait aucun intérêt à devoir être continuée. En dehors de ça, on nous embarrasse avec une sorte d'enquête policière à la section criminelle où t'as Brooklyn qui s'est fait tuer par un brachiosaure, mais en fait non, on nous a fait croire qu'en fait elle est vivante hein, tout simplement. Hein. Et là du coup tu te dis ah ça va être bien, ça va être génial. Brooklyn ça va être la méchante de l'histoire. On a trop envie de voir ça, ouais. Et il s'est avéré qu'elle est en fait toujours dans le camp des gentils et qu'elle simule sa propre mort pour pouvoir espionner les méchants et de savoir exactement qui tire les ficelles de toutes ces conneries. Les scénaristes. Faut vraiment que vous vous décidiez. Est-ce que c'est une gentille ou est-ce que c'est une méchante? Ouais, je fais référence à la fin de la série, on y vient. Mais bon, en dehors de ça, on retrouve nos héros à l'intérieur de ce bateau qui sont venus ici pour libérer les dinosaures qui sont prisonniers. J'insiste, parce que c'était comme ça que la première saison s'était terminée, donc du coup, logique que l'on suive la saison 2 dans cette ligne directrice précise, hein, d'autant plus que Boppy, je crois, était à l'intérieur. Je sais plus, ça fait des mois, j'ai plus vu la première saison, donc au bout d'un moment, j'en ai rien à foutre. Mais je dois vous avouer que rien que ce premier épisode, eh ben, elle était plutôt sympa. Ah ouais, je vous jure, pour une fois, vous voyez, je suis humble, j'arrive à retrouver des qualités quand même. Déjà, je trouve que dans cet épisode, il y a un côté un petit peu horrifique qui mêle un petit peu de tension dans l'histoire, ce qui fait que, tu sais jamais ce qui peut arriver. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait perdu au fil du temps avec la saga Jurassic Park. Et c'est dans Fallen Kingdom où j'avais le plus retrouvé ça, c'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs opus de la série après le premier opus. Et même si cet épisode n'est pas au niveau de l'extraordinaire Juan Antonio Bayona, force est de constater que cet épisode, il s'en sort plutôt bien dans le côté horrifique, même si bon, on sait très bien que les personnages ne vont pas crever parce que c'est du 7 ans et plus, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Seulement, il y a un petit problème. L'épisode se termine par nos héros qui quittent le bateau pour on ne sait quelle raison. Je croyais que le but dans leur saison précédente c'était de s'infiltrer sur le bateau pour libérer tous les dinosaures qu'il y avait à l'intérieur, je ne sais pas. Je crois que c'était le plan, mais je suis pas très sûr finalement. Alors, vous allez sûrement me dire que la réponse c'est que les scénaristes se sont perdus en cours de chemin. Pas, c'est exactement ça. Les scénaristes ont oublié ce qu'ils devaient raconter à la base. Bah merde alors. Mais bon, après c'est pas grave, du côté de nos personnages ça peut sûrement aller mieux. Je veux dire, Darius, il est là, il fait acte de présence, et c'est ça qui est bien. Kenji, il est devenu heureux d'une manière bizarre, on sait pas trop pourquoi il est devenu aussi heureux jouissivement parlant. Ben, lui, il scrolle sur son bigot exactement comme les gens de notre génération. Bon, au moins c'est bien, il s'identifie à nous, c'est une bonne chose. Yas devient plus sociable avec les autres, et ça tu vois, c'est un point positif qu'on peut au minimum lui accorder. Quant à Sammy... Je sais pas ce qu'elle vient foutre là, Samy. Va falloir qu'on m'explique, hein, s'il vous plaît. Quant à Brooklyn, bon, c'est bien, c'est celle qui a le plus de personnages d'exploitation dans cette série. Et ça, c'est bien. Or, le gros problème, c'est que. C'est tout. Il y a rien d'intéressant avec le personnage de Brooklyn. C'est exactement la même personnage qu'avant, mis à part 2-3 détails près. Parce que les gars, moi je vous le dis, c'était bien d'avoir une Brooklyn méchante qui en fait c'était elle qui manipulait tout depuis le début. Même si j'avais plus ou moins critiqué ça, mais en même temps, les gars, fallait au moins soit garder suspense au moins depuis le début, mais... Bon, moi je me contentais déjà de ça. Je me suis dit, bon, ça se trouve, ça peut être au minimum intéressant. Voir Brooklyn comme méchante principale de la série qui peut tout prévoir et qui a prévu toutes les ficelles, etc., etc., et qui a peut-être des bonnes motivations, ou alors peut-être qu'il y a un méchant au-dessus d'elle, ou je sais pas quoi. Ça, tu vois, c'est le minimum de choses qui pourraient nous intéresser. Or, le gros problème, c'est qu'on en a fait une espionne. Une espionne qui espionne les méchants. Des méchants qui ont des masques en toc sortis de... Je sais même pas d'où, mais vas-y, on va pas faire genre. Mais qui eux en fait espionnent carrément une autre entreprise qui eux veulent s'associer à Biosyn, l'entreprise de Jurassic World 3. Les gars, là je vais être obligé d'intervenir sur un point. C'est qui le méchant principal de cette série? Très sérieusement. Alors, c'est cette meuf habillée en blanc de Dubaï, d'accord. Mais... mais je sais qui c'est. C'est l'autre meuf habillée en blanche de Jurassic World 3 là aussi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais là aussi, il y a au moins un minimum de qualité. Les gars, ils se sont rendus compte qu'elle était inutile dans Jurassic World 3, du coup, ils se sont permis de le mettre dans cette série. Et là, j'avoue, c'est une bonne idée. Là, j'avoue, je peux, pas les féliciter non plus, on n'en sera pas là, mais au moins, ils ont décidé de lui donner un minimum d'utilité. Et ça, tu vois, ça, je peux qu'applaudir. Bravo. Mais le truc qui m'insupporte et surtout qui juste m'insupporte, et ce pas seulement dans cette série, mais dans toutes les séries,
c'est qu'on veut à tout prix, mais genre tout le temps, mettre du mystère, y épucer des mystères, des théories. Bref, il faut à tout prix rendre tout vraiment mystérieux. On sait pas ce qui se passe. Tout peut se passer. On sait pas qui est le méchant. On sait pas qui manipule tout. Faut être mystérieux. Et ça, tu vois, j'en peux plus des mystères, des révélations, des moments chocs, etc. etc. Je les vois dans toutes les séries et ça en devient chiant. Alors je dis pas, c'est bien d'élucider du mystère. Shingeki no Kyojin était excellent d'ailleurs pour ça, mais ça a duré que seulement 3 saisons, pour qu'ensuite ça parte réellement dans l'action pendant une saison entière qui nous a fait bander pendant 4 ans. Et que ce soit dans Jujutsu Kaisen, dans la série Avatar de Netflix, dans Rings of the Power, et dans je ne sais quelle autre série encore, c'est chiant. Même Fairy Tail Sentir Quest fait exactement la même chose, et élucider le mystère sur le vrai méchant principal de la série. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Je suis une série qui se passe dans un monde qui est infesté, entouré de dinosaures, dans lequel des braconniers kidnappent des dinosaures. Arrêtez de vouloir transformer ça en une série policière à la Esprit Criminel ou NCIS Los Angeles ou je sais pas quelle autre série policière encore je vais te citer. En revanche, les nouveaux personnages tels que Aminata et sa fille par exemple, et bah eux, ça tu vois, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Rajouter des nouveaux personnages dans cette série. Et pour moi, cette série, elle en avait cruellement besoin. Parce que c'est bon, notre double trio de personnages principaux, on les connaît déjà. On les connaît même beaucoup trop et surtout depuis beaucoup trop longtemps. Donc voir des nouveaux personnages s'incruster dans le groupe, bah c'est bien. Or, ça rajoute un petit défaut. C'est que maintenant, on a trop de personnages auxquels s'attacher. Trop de personnages qui suivent trop d'intrigues différentes et qui rendent déjà cette série encore moins évidente à suivre, comme si elle n'était pas déjà assez évidente à ne pas pouvoir suivre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure les gars, j'en peux plus de ces intrigues qui veulent se montrer mystérieux et qui surtout en plus de ça, se démultiplient. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire stop quoi. Arrêtez de vouloir rendre vos histoires, vos intrigues complexes ou je sais pas quoi. Racontez votre histoire, racontez. Ça devrait pas être si compliqué. Et si vous vous posez la question à savoir qui se cache derrière ce masque de Vélociraptor ou je sais pas trop quoi, eh ben sachez qu'on le saura jamais. Parce que ces gars, ils étaient présents en début de série et au final, à la suite, ils n'apparaîtront plus jamais. Les gars, ils ont entièrement disparu pour je ne sais quelle raison. Est-ce qu'ils se sont fait arrêter? Est-ce qu'ils ont été mis en état d'arrestation? Est-ce qu'ils sont quelque part en train de rôder dans la nature? Est-ce qu'ils suivent Brooklyn en cachette ou quoi? On sait pas, on sait rien. On sait pas ce qu'ils deviennent, on sait pas quoi. Donnez-moi du mystère, des explications. Non, même pas, donnez pas de mystère. Je sais même pas pourquoi je parle en fait. En revanche, niveau animation et décor, bon, ça j'avais dit plus ou moins pour l'épisode 1, mais je trouve que pour le reste de la série, ça s'en sort très bien. C'est un peu plus coloré, c'est un peu plus naturel, et ça fait plaisir de enfin se retrouver dans des décors vraiment naturels, pas comme dans les dernières saisons de la Colo du Crétacé, ainsi que dans la théorie du chaos saison 1. Là, cette saison 2, elle regorge de vie, elle regorge de nature. Bref, c'est un peu plus varié dans les environnements, et surtout, on respire un petit peu plus de bonheur. Et ça me fait un petit peu plus respirer. Sauf vers la fin, où ça se passe encore une fois dans un huis clos. Et au bout d'un moment, là, j'en peux plus des huis clos. J'en ai marre des huis clos dans Jurassic Park, notamment. Ça fait depuis beaucoup trop longtemps qu'on fait passer l'action dans des huis clos. Et au bout d'un moment, ça devient lassant. Et surtout, ça devient chiant. Variez les environnements, les gars, je vous en supplie. Et les dinosaures... Je me plains de ça depuis plus d'1 an maintenant et je trouve que ça n'a absolument pas changé depuis. Les herbivores sont devenus des véritables figurants et c'est encore pire que dans la première saison parce qu'au moins dans la première saison ils avaient un style de MacGuffin mais au moins c'était un minimum mis au centre de l'histoire. Je veux dire des dinosaures qui se font kidnapper par des braconniers amenés on ne sait où, ça tu vois c'était intéressant. C'était quelque chose qu'on avait déjà vu dans Fallen Kingdom mais au moins c'était bien à voir. Bon, c'était sympa, ça révolutionnait pas non plus le reste de la saga, mais au bout d'un moment, pour une saga qui n'arrive même plus à se révolutionner toute seule, je te demanderai plus rien. Mais au final, bah, on en est toujours à la même case, hein. Herbivore égale figurant, du coup ils foutent rien de leur vie, et carnivore, bah, ils sont là pour bouffer des humains, surtout les humains, parce que bon, au bout d'un moment, tu vois, bah, cette espèce qui bouffe un hippopotame, mais qui d'un coup, bah, se dit que c'est bien d'aller bouffer une humaine qui traîne dans le secteur, parce que... D'ailleurs, il faut aussi qu'on parle de cet hippopotame. Pourquoi vouloir mettre un hippopotame quand t'as, je sais pas, plein de dizaines de dinosaures qui peuplent les alentours ou je ne sais quoi, ou voire même prendre un dinosaure dans la hiérarchie des scientifiques. Je veux dire,
Prends ce que tu veux, ma gueule, tu peux être servi. Il y a combien de dinosaures répertoriés à ce jour? 200, 300, peut-être 500? Renseignez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et même dans la liste de Jurassic World eux-mêmes, il y avait des dinosaures qui n'ont jamais été exploités en scénario. Je pense qu'il y a moyen d'aller piocher quelque part dans 2-3 petites inspirations. Vous pensez pas? Puisque dans l'ordre de Jurassic World, ça y est, il y a des nouveaux dinosaures, ils sont incrustés dans l'histoire, mais qui n'ont jamais été utilisés en film ou dans votre série. Franchement, les gars, profitez-en. Pourquoi est-ce que vous vous contentez d'un putain d'hippopotame, bordel de merde? Je comprends pas. Et non, Dargus, même si c'est pour justifier comme quoi les hippopotames c'est dangereux et que ça tue 500 personnes par an dans le reste du monde, tout le monde s'en bat les couilles hein, de ça. Je n'ai rien à foutre personnellement, puisque de toute façon, on est dans un film pour enfants, donc personne ne va mourir. À part bien sûr les quelques figurants et personnages qui n'ont aucune importance dans l'histoire, encore heureux. Mais justement, en parlant des dinosaures, j'aimerais aussi revenir sur un problème. Alors, je sais que je vais être totalement hypocrite, voire même que je vais retourner ma veste à certains moments, mais quelque part, je comprends aussi pourquoi est-ce qu'ils ont mis un hippopotame dans cette histoire. C'est parce que il y a trop de dinosaures, il y a trop d'attaques de dinosaures, il y a trop de dinosaures de partout, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie de taper mon cerveau. Voilà, en fait, j'ai comme l'impression qu'ils ont pris leurs spectateurs pour des enfants gâtés débiles qui sont incapables de suivre 3 minutes de dialogue consécutives. En fait, c'est le même problème que Jurassic Park 3 et que Jurassic World Dominion, à savoir qu'ils ont pris les deux plus gros défauts de ces deux films, à savoir que il y a trop de dinosaures, à savoir trop de tout genre, de toute race, de tout ce que tu veux, et surtout, il y en a qui attaquent tout le temps les héros sans les laisser respirer, et donc par conséquent, sans nous laisser respirer à nous en tant que téléspectateurs. C'est comme si la série a voulu nous hurler 24 heures sur 24, attention, nos héros ils vont se faire bouffer, attention, nos héros vont se faire bouffer, attention, nos héros ils vont se faire bouffer, attention, nos héros ils vont se faire bouffer. Oui, bon ça va, tu vas pas non plus nous le faire à chaque fois, arrête un peu au bout. Attention, nos héros vont se... Voilà, comme ça moi tu fermeras bien ta grande gueule. D'ailleurs, en parlant de retournement de situation, bon, c'est totalement inattendu pour tout le monde, mais Brooklyn finit par apparaître aux yeux de Ben, qui, bon, à la surprise de Ben, est vivante, hein, semblerait-il, mais bon, ça, il a appris un peu plus tôt dans l'histoire, mais bon, de toute façon, nous, on l'a appris encore plus tôt, genre à la fin de la saison 1, par exemple, hein, mais ça, bon, personne ne le savait, faut pas savoir, les gars. Hein. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier la bande-annonce de nous avoir spoilé la découverte de Brooklyn par Kenji, puisque oui, Kenji, dans la bande-annonce, apprend que Brooklyn était vivant depuis le début, et va même jusqu'à tabasser Ben pour avoir appris ça avant lui. Mais bon, ça on l'a vu dès la bande-annonce. Donc pourquoi est-ce qu'ils nous l'ont montré dans la bande-annonce? Tout ça pour ensuite nous la montrer vers la fin de l'épisode 9. D'ailleurs, vous êtes fan de Jurassic Park? Et ben ça tombe bien, il y a plein de références au reste de la saga. Ouais, exactement, comme dans la première saison, ils s'étaient nul à chier. Et là, j'ai l'impression qu'ils exagèrent encore plus, voire même les gars, ils se sont dit, putain, les fans ils adorent ça, on va surexagérer la chose, on va faire encore mieux. Et en plus, avec Rings of the Power, ça marche aussi. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas le droit de faire ça? Bon, déjà, cette référence pas subtile au fait que les Raptors et l'Indominus Rex ont communiqué, ils ont quand même réussi à nous le foutre là. Bon, déjà, c'est un exploit qu'ils ont réussi à foutre ça dans la théorie du chaos, mais c'est entre un Vélociraptor et cette espèce de dino crocodile. Alors, ça, c'est pas un Vélociraptor, c'est un Altrociraptor. C'est ça en fait la subtilité de la différence entre les deux. Je sais pas si t'as remarqué. Bah varier les cris. Je sais pas, ça semble au minimum évident. Je veux dire, bien sûr que les gens ils vont penser que c'est des vélociraptors ce truc là. Parce que bah ça ressemble qu'à ça. Je veux dire, un dinosaure avec un museau comme ça, un peu. Voilà, un peu svelte comme ça, suffisamment rapide et souple, avec des griffes à ses pattes pour pouvoir attaquer. Les gars ils voient des vélociraptors, ils vont pas voir des Altrociraptors. Variez les bruits au moins, je sais pas, faites quelque chose. Mais ce qui est de plus improbable, c'est que tout. Expliquez-moi, genre, donnez-moi une explication de où est-ce que ces espèces-là sont capables de communiquer entre eux. Vous avez 5 minutes. Mais la référence qui moi m'a tué, c'est juste cette référence à ce brachiosaure qui se tient exactement dans la même position que le brachiosaure du premier Jurassic Park. Et rien que sur cette scène, on va analyser exactement le problème des références dans cette série. Dans le premier Jurassic Park, Steven Spielberg voulait nous montrer à quel point ce brachiosaure était beau et magnifique, et surtout, c'est le tout premier dinosaure que l'on voit, bon, dans ce film déjà, mais surtout dans l'histoire du cinéma. Même si bon, on a vu des dinosaures dans l'histoire du cinéma, mais aussi beau que celui-là, ça restait quand même une majesté ultra contemplative. Ce que voulait nous montrer Spielberg, c'était la contemplation de la chose, et surtout, la beauté de ces monstres qui sont capables d'offrir au reste du cinéma. Ajoute à ça la musique de John Williams, et l'appâtement de Alan Grant et de Ellie Sattler, aux côtés de John Hammond qui leur montre ce genre de choses, ainsi que la réaction des autres acteurs
acteurs à côté, avec la musique de John Williams en guise de cerise sur le gâteau, et t'obtiens l'une des scènes les plus iconiques de toute l'histoire du cinéma. Et ça, voyez-vous, en guise de référence, et ben Juan Antonio Bayona, lui, il a parfaitement compris, puisque lui, il s'est permis d'utiliser déjà le même brachiosaure, je préfère le rappeler, et surtout, et ben il a montré ce même brachiosaure en train de se faire carboniser par les flammes de l'éruption volcanique du volcan qui a détruit Isla Nublar. Et quand le brachiosaure s'ouvre, et ben il s'ouvre en se faisant brûler, il se fait carboniser en prenant exactement la même position qu'il avait dans le tout premier opus de la saga Jurassic Park. Ça en fait non seulement un très bel hommage, ça oui, mais surtout ça vient conclure quelque chose, tourner la page sur une histoire et même carrément mettre fin à une époque. Et c'est ça qui faisait aussi la force de cette scène-là. Juan Antonio Bayona a fait référence à cette scène, mais même mieux que ça, il lui a carrément rendu hommage. Or, dans le colo du Crétacé, enfin, la théorie du chaos, excusez-moi, je vous charrie, c'est tout. Expliquez-moi ce que ce même brachiosaure vient foutre là, en prenant la même position qu'un brachiosaure que l'on a déjà vu crever. Et venez pas me dire que c'est exactement le même brachiosaure. Juan Antonio Bayona lui-même a fait conclure que le brachiosaure en question était mort. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche des excuses? Et voici la réponse évidente à cette question. C'est juste de la référence uniquement pour faire de la référence. Et ça va pas plus loin que ça. C'est juste pour faire la référence, c'est juste pour te faire dire que t'as capté la référence. Mais en dehors de ça, cette scène n'a aucune saveur, aucune ambition, elle n'a rien. C'est exactement le même problème avec Rings of the Power. On reprend des scènes cultes qui étaient connues de la saga précédente, mais au final, on n'en tire absolument rien, et surtout, on n'en fait rien avec. On fait juste de la référence, parce qu'il y avait une référence à faire. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, cette série est enfin terminée, puisqu'on conclut avec Brooklyn qui retourne avec nos vieux amis. Donc là, c'est bon, ça y est, cette série va plus faire chier personne, on n'en peut plus, ça y est. Brooklyn, I'm not going with you. I'm not the same Brooklyn you knew. So, without the DPW or that genetics lab, what are you gonna do next? I found a new, more lucrative partnership. You have? Who's it with? The man who runs the largest dinosaur genetics company in the world. Wait, you're partnering with Biosyn? J'en peux plus. J'en peux plus. Je veux arrêter. J'en ai marre. Je veux pas faire une saison 3. Mais en même temps, est-ce que j'aurais pas une mission? Si, j'ai une mission. Et vous m'avez presque donné envie de l'accomplir. On va parler d'absolument toutes les prochaines saisons de Jurassic World, la théorie du chaos. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais que je parle vite, mais de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire pour conclure. Je sais que j'ai ma tronche là devant votre écran, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. C'était Reza Tire, bonne journée, bande de